Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lela. Ça va être sans doute récurrent au moins jusqu'au mois de juin, c'est de parler quelle solution contre la vie chère, la baisse du pouvoir d'achat des Français. Et cette question-là, on va encore se la poser ce soir, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Rigondin. Bonsoir, Jusmi. La vie chère, les candidats à la présidentielle évitent d'en parler. Et les candidats aux législatives devront malgré tout en parler parce que eux seront auprès de la population. Au fond, il y a deux mots. Il y a la vie chère qui apparaît là aujourd'hui parce qu'il y a la guerre. On nous dit que bientôt il y aura la faim dans le monde, qui est une vie chère qui est fabriquée de façon pratiquement artificielle par cette guerre qui est déclarée. Et puis il y a le pouvoir d'achat qu'autre chose. Au fond, si vous voulez régler le problème de la vie chère, il faut régler le problème de pouvoir d'achat. Et c'est ce que je dis, qu'il faut faire ce qu'on appelle de la prévention. Alors, on va quand même faire la différence. On va essayer d'être dans une explication de texte. Il y a le pouvoir d'achat, c'est la capacité de chaque foyer de pouvoir s'acheter le minimum vital. Même plus, avec une capacité d'épargne. Donc, à partir de là, si votre besoin essentiel est assuré, si votre énergie est assurée, si l'ensemble de vos besoins est assuré, où est la vie chère? La vie chère apparaît de façon... artificielle. On va dire artificielle parce qu'il y a deux cas. Il y a le Covid, d'abord, qui a amené un contexte qui fait que une partie de la population, enfin, quelques individus se sont enrichis, bien enrichis. Et quand je dis bien enrichis, je parle de milliards. Il y en a d'autres qui, eux, se sont appauvris. Voilà, on est une société humaine. Si on veut régler le problème, il faut le régler humain. D'un côté, vous avez, au fond, qui crée de la richesse? Aujourd'hui, si on simplifie, c'est la consommation qui crée de la richesse plus que la production. Si demain, tout le monde arrête de consommer, tout s'écroule. Donc, tous ces gens qui sont les grands patrons derrière, qui font du volume, machin, donc ils ont besoin du consommateur, ils ont besoin d'une population, et ils ont besoin même d'un renouvellement de population pour pouvoir leur vendre un téléphone, tous les pistes. Et au fond, on est dans un système purement... Et moi, donc, ce qu'il faut... Comme nous, la population, on enrichit ces gens-là plus que riches. Il faut créer ce qu'on appelle le partage. Et le partage, ça peut partir d'une simplification administrative. Ça veut dire quoi? On arrête. Dans l'absolu, on met tout à zéro. Plus d'impôts, la consommation, une taxe sur chiffre d'affaires. TCA. On n'a plus de TVA déductible, plus de TVA encaissée, taxe sur chiffre d'affaires. Tout le monde paye ça. Tout le monde, tous ceux qui sont dans l'action, qui ont des entreprises. Forcément, les grosses entreprises comme Amazon, les grands groupes, comme ils font des milliards, donc vous leur prenez avant leurs bénéfices une taxe. Actuellement, c'est 20% une TVA en métropole, 8 à La Réunion, 8,5. Il suffit de diviser, on met 10% ou 5% à La Réunion et on crée le partage et on regarde comment ça fonctionne. C'est possible, puisque le pays est riche. Le pays consomme. Apparemment, il y a de l'argent à n'en plus finir. Donc, il faut une répartition de cet argent. Après, l'individu qui est né dans cette société, lui, il va se réaliser, il va créer. Et il faut que son intelligence soit au service de la création. Aujourd'hui, l'individu, il a peur. Il a peur de créer. Parce qu'il s'est dit, je vais créer, ça va me coûter tant, je peux ne pas bouger, ça va me rapporter plus. Vous voyez? On a créé un système où on libère pas l'intelligence. Il faut libérer cette intelligence qui puisse créer, mais pour ça, il faut se débarrasser de cette angoisse du fin de mois, du pouvoir d'achat, de la vie chère. Quand vous êtes angoissé de savoir que votre électricité va être payée, votre eau n'est pas payée, là, les gens écrivent, les gens vous voyez, ils ont des 1000 €
d'eau, 1000 euros d'électricité, cumulés, mais comme ils vivent d'un côté, ils vivent de l'aide sociale, voilà, mais ça devrait pas être comme ça, il devrait avoir un équilibre automatique entre ça. Il faut pas laisser monter ça. Donc forcément, cette personne qui est angoissée, il pense qu'à ça, il n'a pas le temps de dire, moi je vais faire quelque chose, je vais créer, voilà, et ça devient un peu... il y a une confiscation de la richesse, alors que cette richesse devrait être répartie au départ. Parce que c'est nous qui la créons. Et pour suivre ce que dit Harry Gondin, c'est que la personne qui va vivre dans la peur d'avoir des dettes, dans la peur de dire est-ce que je vais pouvoir payer... Mais il n'y a que ça. Hein. Et même les riches, il ne faut pas croire. Les gens soi-disant par exemple, même un fonctionnaire qui vient vous dire, moi, à la retraite, je vais être obligé de vendre ma maison parce que ma taxe foncière, c'est 3 fois le prix d'un loyer si je loue ma maison. Donc cette taxe foncière, elle doit être soit disparaître carrément, ou soit le prix d'un mois de loyer. S'il loue sa maison 1000 euros, il a 1000 euros de taxe foncière, pas plus, ou 500 euros, mais pas 3000 euros de taxe foncière. Tout le monde. Alors, pourquoi on demande des taxes foncières? Parce que on est une société, on n'a pas de matière première. Donc, on ne vend pas, machin. Donc, on va se nourrir sur les taxes foncières. On rajoute des taxes parce que les collectivités génèrent des dettes, mais il faut pas qu'ils trouvent des ressources pour payer tout ça. Et là, vous voyez bien, on n'entend parler que de ça. La taxe foncière augmentée, la taxe d'ordures ménagères, tout augmenté. Mais si on prenait tout, on va dire, on bascule tout sur le chiffre d'affaires global généré par la société. C'est notre richesse. C'est nous qui générons ça. Et après, on répartit. S'il n'y a pas assez, là, on peut essayer d'intervenir sur d'autres points, augmenter ça, voilà. Mais si ça peut assurer tout le monde, et quand les gens vont créer, et quand on crée de la richesse. C'est ça le problème de ça, tout n'est pas assez au service de la création. On a peur de créer, on a peur d'agir. On met un peu comme si on mettait l'intelligence en sommeil. Et même en souffrance, parce que les gens souffrent. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, on est dans un pays où tout le monde souffre dans son coin. L'agriculteur va souffrir, après il va se suicider. L'artisan, tout le monde souffre. Le fonctionnaire. Vous avez des gens qui travaillent en France, et puis, comme ils travaillent, comme leur charge est équivalent à leur revenu, ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se nourrir dans les poubelles. Bon, c'est propre, ils vont dans les poubelles à Paris, ils enlèvent toutes ces poubelles, et ça leur apporte 400 euros, 500 euros de ce qui devait être jeté, et ils nettoient les poubelles. Et ils font les poubelles. Et pourtant, ces gens-là sont instruits. Ils ont un travail. Et fonctionnaires même. Fonctionnaires de la mairie de Paris. On avait un reportage là-dessus. Donc, voilà le pouvoir d'achat. Donc, ils récupèrent ça dans la poubelle. Mais on peut... Si lui, il fait ça, mais il y en a, ils ont honte de faire ça. Il y en a, ils se cachent. Donc, lui, ils sont un groupe de gens qui font ça, qui récupèrent la poubelle. Et encore avec la sympathie du commerce qui accepte de mettre les poubelles et de faire en sorte qu'ils prennent les bananes, les machins, les fruits et tout. Donc, voilà où on est, notre société. On produit de la pauvreté au lieu de produire de la richesse. Et pourquoi on produit de la pauvreté? Pour soumettre l'individu. Pour soumettre la population. Parce que c'est une démocratie qui fonctionne très mal. Il faut prendre l'exemple sur la Suisse, où on crée de la richesse. Et à chaque fois qu'il y a une grande décision à faire, on fait un référendum, il n'y a pas de bataille, ça fonctionne très bien. On veut faire une mosquée, on fait un référendum pour voir si la mosquée doit être plus haut que l'église. Des trucs simples. On gère la cité. Aujourd'hui, le politique ne veut pas gérer la cité, il veut gérer l'individu. Il veut avoir le pouvoir sur l'individu. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, les gens vont en avoir marre, ils commencent à en avoir marre. Mais tout ça se règle dans les urnes. Et raison pour laquelle je me présente sur la première circonscription. Et il faut que des individus de la société civile, hors parti, s'intéressent à la politique, se présentent
et crée ce qu'on appelle un groupe de la société civile pour proposer un projet humain, pas un projet de gauche, de droite, machin, mais il faut une sécurité psychologique pour pouvoir créer et inciter la création. Bon, il y a des tiraillements. On essaie de faire, mais là on dit, voilà, tous les retraités auront 1100 €. C'est pas mal. Vous dites, bah, mais ça avance, mais doucement, doucement. C'est trop, il faut mettre à terre, sachant que l'individu n'a pas demandé sa naissance. C'est pratiquement la société qui demande aux femmes de faire des enfants pour renouveler la population. Et quand ça ne renouvelle pas assez, on fait un appel migratoire. Et quand ça n'a pas d'appel migratoire, on incite les gens qui ont des problèmes pour faire des enfants. Donc on va faire des locations de vente. Donc c'est tout un système un peu... voilà. Le pouvoir d'achat, il faut la sécurité psychologique, financière pour chaque individu. Après, que le meilleur gagne, le meilleur tire le plus faible vers le haut. Et le meilleur, aujourd'hui, soi-disant meilleurs, mais ils ne sont pas forcément meilleurs, ils sont issus plus ou moins d'une casse, et ils essaient d'en faire en sorte que personne ne bouge, et restez comme vous êtes, ça va. C'est un peu terrifiant, hein, le système. Hein. Il est terrifiant, mais on a la solution. La solution, c'est un projet humaniste, un projet global, et on a la solution. Oui, mais la solution, on le voit depuis des décennies, que la structure de la société, elle ne bouge pas tant que ça. Et il y a une confiscation. Au sortir de la guerre, voilà. Il y a une structure qui s'est mise en place. Et le pire, c'est que on va dire l'économie, au sortir de la guerre, avait la mainmise sur la société et essayait de donner une direction. Mais depuis les années 90, la politique a pris la main sur la société. Alors, c'est pire que ça. C'est toute une classe sociale qui vient d'en bas, qui a bénéficié de l'ascenseur social, machin, qui ont pris le pouvoir, hein, et ils se sont dit, on va garder ce pouvoir. Ça veut dire quoi? Et là, c'est les socialistes, ils ont une grande responsabilité, parce que les socialistes, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait beaucoup de choses, bien, mais à un moment donné, ils ont bien travaillé, mais ils vont garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, ils se sont associés au monde de l'argent. C'est l'argent, et donc, du moment que vous faites un pacte avec l'argent, l'argent vous dirige. C'est un pacte, pratiquement un pacte avec le diable, on dirait. Oui. Et c'est l'argent qui dirige les élus qui veulent être renouvelés. Et le système, c'est le système de la main tendue. L'élu tend la main au monde de l'argent et il demande aux citoyens de tendre la main. Il faut qu'on se libère de ça. Il faut remettre l'argent à sa place. C'est important. C'est quelque chose qu'on a inventé. Hein, l'argent, on s'est totalement inventé, hein, totalement fabriqué. Il pourrait disparaître. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens disent « j'ai besoin d'argent pour vivre ». Non, c'est parce que tu vis que l'argent existe. Si on meurt, il n'y a plus d'argent. Donc, l'argent vit parce qu'on existe. On n'a pas besoin d'argent pour vivre. Harry Gondin, comment demain, donc, vous serez candidat aux législatives sur la deuxième... Et on incite la société civile à se présenter un peu partout dans toute la France. Comment un député que vous pourriez être peut peser justement sur ce cadre voilà, comment on va faire? On va déjà faire simple. Il y a le DAL, le droit au logement. Le droit au logement, quelqu'un dans la rue, il a un droit au logement, normalement, une assistante sociale devrait aller le voir et dire « Vous avez des droits, on va faire respecter vos droits. Respectez votre droit. » Mais la personne qui est dans la rue, il ne sait pas qu'il a des droits. Et c'est ça le problème. On fait des droits pour des gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc ça existe. Mais il y a des politiques, comme nous, des associations, qui savent et qui vont intervenir. Bon, on va faire la même chose pour le pouvoir d'achat que j'appelle la garantie du pouvoir d'achat, la GPA. Pas la gestation pour autrui, qui est une GPA aussi, la deuxième GPA. Le droit, c'est-à-dire chaque Français, son pouvoir d'achat est garanti. Ça veut dire son loyer, ses besoins primaires, ses besoins essentiels. Donc, après,
Et c'est là que le monde, vous faites l'ancien monde, le nouveau monde. Le nouveau monde avec toute la technologie. Et c'est possible, puisque vous allez mettre les montants dont les gens ont besoin sur leur carte, une carte d'identité bancaire, une carte vitale, une carte à inventer, ou plusieurs cartes, de façon que les gens, ils ont ces besoins primaires assurés. Après, ils vont se réaliser dans le travail, dans le monde, dans une activité. On ne parle même plus de travail, là, puisque le travail, ça devient... c'est encore autre chose. L'activité. D'ailleurs, on dit revenu, RSA, revenu solidaire d'activité. C'est ça, c'est l'activité. Donc voilà. Donc, les gens sont dans l'activité. Ils ont la garantie. Et il faut mettre ça en place parce qu'on fabrique des chèques. On fabrique un chèque énergie. On fabrique plein de chèques. Il y a une carte, c'est la carte vitale, ou la carte d'identité maintenant qui sera à puce. On peut très bien, chaque Français, il a sa carte d'identité française. Il faut étudier la question. C'est une direction. Et on libère la population de cette angoisse et on passe à autre chose. Et ceux qui prônent un revenu minimum pour chaque personne... c'est à peu près la même chose, du moment que ce revenu minimum garantit le pouvoir d'achat. C'est la GPA. Oui, parce que ça, c'est une question aussi qu'ils sont en train d'étudier. Ils ont même testé, je crois, expérimenté la chose, c'est que de donner à l'individu un revenu, depuis même à la rigueur dès sa naissance, un revenu jusqu'à sa mort, sans qu'il ait besoin de travailler à la rigueur. Mais ça ne veut pas dire que cet individu n'a pas envie de se réaliser en tant qu'individu. Oui. Vous savez, avant, il faut retourner à l'état de la préhistoire. L'individu, il allait à la chasse, il demandait rien à personne, il stockait. Maintenant, on a stocké, il y a la surproduction, c'est stocké pour nous. Mais on fera autre chose. Les gens, il y a tellement de choses à faire dans cette société. Et quand Emmanuel Macron parle qu'on ne peut pas avoir le RSA sans donner quelques heures d'activité, c'est une solution? Les gens sont déjà en activité. Ce qui ne sait pas, lui, la plupart des gens qui ont le RSA, ils sont dans des équipes de foot, ils font de la musique, ils plantent... ces gens-là sont dans l'activité. Il faut rematérialiser leur activité. Mais s'il dit que... Après, qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'aller, par exemple, 15 jours, c'est ça, ou 15 heures dans une association, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas enfermée, va rencontrer d'autres personnes, va découvrir autre chose, et peut-être va se révéler dans quelque chose de nouveau. C'est pas une mauvaise chose. Ça doit être, sans être trop coercitif, déjà voir la personne qui aurait ça, qui peut-être... il aurait ça, mais peut-être qu'il fait des études, il est en train de préparer une licence, peut-être qu'il est en train de s'enrichir intellectuellement, peut-être qu'il est en train d'écrire un livre, peut-être qu'il est en train de faire de la musique. Donc c'est... Au fond, ce qu'il dit existe déjà, mais il faut le matérialiser. Après, il dit, moi je fais déjà ça, on va faire coller ça avec ça. Et, puis, bon. Et quand on regarde... Mais si c'est pour dire, la personne doit aller dans une entreprise, travailler gratuitement, ça, dans le monde économique, dans le monde marchand, c'est un peu risqué, c'est un peu dangereux. Mais si d'un côté, il a la GPA, la garantie, ça peut être intéressant, il faut voir. On le voit, et c'est juste un point, mais sans comparaison. Quand on regarde les pays nordiques, dans les pays nordiques, on ferme les prisons. Bien sûr, il faut. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, des gens passent à la télévision et disent on va investir dans les prisons. Ça veut dire quoi? Investir dans les prisons, c'est avoir une pensée défaitiste. Ça veut dire quoi? Donc tu dis déjà que l'enfant d'aujourd'hui, il va devenir délinquant, donc tu vas investir dans la prison pour le mettre en prison. Non, tu vas investir dans l'éducation pour que demain, il n'aille pas en prison. Ça, c'est ça le projet humaniste. Mais que des individus de notre société instruits, ça peut même des ministres qui disent ça, c'est terrifiant. Ça veut dire que ces gens-là, ils parient sur la défaite du pays. Et c'est ça, je crois qu'il faut... Et moi, je parie sur la victoire. Et ça, je crois qu'il faut que les politiques ou les candidats aux élections aient cette posture-là, c'est-à-dire de parier sur le positif et non pas le négatif. Mais moi, je pense que l'individu qui dit ça, là, oui.
il le ressent. C'est ça qui est le plus grave. Il ressent que il se pense en race supérieure. Moi, je réussis, les autres ne vont pas réussir. Mais c'est quoi ce monde? Tu as réussi, tu n'as pas réussi d'ailleurs. La société t'a fait réussir. Tes parents t'ont fait réussir. Et il y a une part de ton effort, peut-être de 50%, il y a un pourcentage de l'environnement. Tu vois, donc c'est... Voilà, si on l'avait mis peut-être dans une banlieue difficile, peut-être que... C'est quoi réussir? Harry Grondin, je propose que la prochaine fois, on parle de la place de l'humain, justement, dans la politique. Voir s'il y a encore une place pour l'humain. Ce sont des humains, tous ces gens-là. Dans la politique. Mais ils sont, comme je dis, ils sont détenus. C'est un peu, comme je dis, une relation incestueuse avec ce monde de la finance. Ils n'ont pas su garder la bonne distance. Mais c'est pas... L'essentiel, c'est qu'on fait l'analyse. Est-ce que l'analyse est la bonne? Et à partir de là, sans violence, en intelligence, on parle à ce monde de la finance qui est totalement anticipé, parce que lui, c'est devenu ce qu'on appelle des logiciels qui décident. Vous voyez, c'est là la déshumanisation. Et on est soumis à des logiciels. À des algorithmes. À des algorithmes. On est soumis à des algorithmes. Donc, on voit bien là, par exemple, pour l'élection présidentielle, tous les jours, on nous sort un sondage. Mais est-ce que c'est la réelle? Est-ce que c'est le virtuel? On dit que Zemmour, il a descendu à 10%. Il fait quand même il met un meeting avec 50 000 personnes sûres, et voire 100 000, il dit. Qui est capable de rassembler 50 000? Donc, il y a, à un moment donné, la vérité, ça va être sur le terrain, mais il y a quand même, on voit bien que ce monde virtuel, il y a un impact psychologique, parce que les gens disent, c'est joué, on ne va pas y aller. On va peut-être passer 3 minutes, le temps qui nous est imparti. Merci Harry Grondin. On reviendra sur l'humain la prochaine fois. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.